Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Intense négociation à Genève entre Russes et Américains. Chaque partie avance ses conditions sur le démantèlement de l'arsenal chimique syrien. Mais que se cache-t-il vraiment derrière ce duel diplomatique? Des révélations de presse renforcent les rumeurs d'un scénario d'entente bouclé à l'avance entre les deux grandes puissances. On en parle ce soir avec le grand reporter Renaud Girard. Le match des municipales à gauche officiellement lancé à Marseille avec le premier débat télévisé entre les 6 candidats socialistes. Au cœur des discussions, la sécurité, l'emploi et le clientélisme. Extrait à suivre. Voitures sans chauffeur, avions électriques, textiles intelligents, plus de 34 plans futuristes ont été sélectionnés pour réindustrialiser la France. Le président Hollande et le ministre Montebourg souhaitent ainsi hisser le pays au meilleur niveau de la compétition mondiale. Initiative louable bien sûr, mais pour quels résultats concrets et à quel horizon? L'analyse de Jean-Luc Gombaud tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Comment combattre la criminalité à Marseille? À cette question, Ségolène Royal a répondu « Pourquoi pas l'armée ?» On pourrait imaginer une coopération entre la police et l'armée, a poursuivi la présidente de la région Poitou-Charentes. Et ce sujet, justement, était au cœur du premier débat télévisé entre les candidats socialistes aux municipales marseillaises. Morceau choisi par Mounir Soussi. Regardez. L'emploi, l'éducation et la future métropole étaient au cœur de ce premier débat dans la primaire socialiste à Marseille. Mais c'est sur la sécurité que les hostilités se sont ouvertes. Samia Ghali persiste et signe dans l'une de ses propositions phares. Quand on va à Paris, oui mais quand on va à Paris, Michael, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'armée sur les grands boulevards parisiens, on voit l'armée dans les gares, dans les grands magasins. Pourquoi Marseille ne serait pas la France? Marseille n'aurait pas le même traitement que Paris? Autre sujet explosif, la transparence et la lutte contre le clientélisme. Après avoir fait le procès des 18 ans de règne de Jean-Claude Gaudin, les candidats à sa succession ont appelé unanimement à une moralisation de la vie politique dans leur propre camp. J'ai demandé tout à fait officiellement le départ de Jean-Noël Guérini de la présidence du Conseil général. Je souhaite qu'on s'engage tous dans cette direction, parce que c'est un symbole, parce que ça porte tort à l'image de Marseille, comme le petit voyou des quartiers. Pour casser l'image d'une ville sale et négligée, Patrick Menucci, très offensif, veut rompre avec la gestion actuelle des agents territoriaux et s'en prend frontalement à Force ouvrière, le syndicat majoritaire. Il y a une chose qui est anormale dans cette ville, c'est que la ville de Marseille est gérée collectivement par un maire et par un syndicat qui, quand il ne veut pas faire un certain nombre de choses, eh bien ces choses n'aboutissent pas. Ces thèmes reviendront à coup sûr dans les 2 prochains débats prévus avant les 13 et 20 octobre. Voilà, et sachez que l'intégralité de ce débat des primaires socialistes à Marseille sera diffusée demain, vendredi donc, sur notre antenne à partir de 17h. Tout autre chose à présent dans l'actualité, vous connaissez le label fait maison dans les restaurants. C'est cette mention pour les plats cuisinés sur place à partir de produits bruts. Le projet de loi consommation en examen au Sénat prévoit justement de rendre obligatoire cette indication. Mais les sénateurs l'ont rejeté, préférant ainsi garder son côté facultatif. Alors qu'en pensent les restaurateurs? Regardez ce reportage de Paul Bouffard. Mignon de porc fumé, croustillant de pommes de terre au four, sauce barbecue et bien sûr, tout est fait maison. Chez Nicolas Valenchon, pas de surgelé. Le chef est adepte du fait maison. Tout simplement, il cuisine. Travailler des produits frais, de faire rentrer des produits bruts, qu'il y ait une vraie transformation derrière, que ce soit cuisiné par des gens formés, compétents, qui ont reçu une formation professionnelle. Donc quand on fait du surgelé, il faut un congélateur, un bain-marie, une paire de ciseaux pour caricaturer un peu la chose et puis voilà, c'est parti. Dans la salle, on est ravis. Avec le fait maison, fini l'assiette mystère, quitte à payer quelques euros de plus pour son menu. Je ne pense pas que ce soit une question de prix, parce que vous voyez, dans le restaurant où nous sommes, les prix sont particulièrement raisonnables. Au moment où on entend parler de tous les scandales de provenance des aliments, où on est de moins en moins sûr de ce qu'on mange, c'est sûr que si c'est fait maison, pour moi c'est un critère très important, très très important. Mais attention, un label fait maison peut-être, mais pas un autocollant de plus sur une vitrine. Une charte et des contrôles doivent s'appliquer. Qui va pouvoir avoir le label, comment ces gens-là vont devoir travailler, je pense qu'il va y avoir une charte. C'est juste
S'il suffit d'envoyer un chèque pour avoir un label qualité, tout le monde va s'engouffrer là-dedans. Donc je n'aurais pas envie d'avoir le même label que la brasserie du coin qui fait du surgelé, ça c'est clair. Comme le dit Nicolas, il ne suffit pas de saupoudrer un plat de persil ou placer une framboise sur un dessert pour retrouver les plats de nos grands-mères. Voilà, et toujours sur ce projet de loi consommation, parmi les autres dispositions, il y a la tarification à la minute dans les parkings, une mesure réclamée par l'UFC Que Choisir qui a donc été adoptée hier soir par voie d'amendement. Et j'ajoute que le Sénat a également autorisé la vente de tests de grossesse en dehors des pharmacies afin de faire baisser leurs coûts. C'était une autre disposition de ce projet de loi. Autre projet de loi à présent qui concerne l'égalité femmes-hommes. Il arrive la semaine prochaine au Parlement et c'est l'occasion de nous arrêter ce soir sur l'aspect de l'égalité professionnelle. Un sujet, vous allez le voir, abordé aujourd'hui lors des États généraux de l'égalité organisés par la ministre Najat Vallaud-Belkacem et en présence d'un ancien Premier ministre, Édith Cresson, qui sur ce sujet n'a pas la langue dans sa poche. Regardez, c'est un sujet de Simon Barbary. La société civile a-t-elle un temps d'avance sur les politiques en matière d'égalité femmes-hommes? Oui, si l'on en croit les intervenants des premiers états généraux de l'égalité qui se tenaient aujourd'hui au Conseil économique et social. Parmi les participants, un grand témoin, et pas des moindres, Édith Cresson. Et l'ancienne première ministre ne mâche pas ses mots. Pour elle, c'est d'abord au Parlement que les mentalités doivent changer. Il y a une évolution dans la société civile depuis déjà longtemps, dans les entreprises. Mais dans les sociétés politiques, pas du tout. D'ailleurs, aujourd'hui, le Sénat vient de voter contre la loi sur le non-cumul des mandats, qui est aussi un des éléments, parce que dans cette liste des cumulards, il n'y a pas une seule femme. Réforme du congé parental, lutte contre les violences conjugales ou encore renforcement de l'égalité professionnelle. Si le projet de loi égalité femmes-hommes balaye de nombreux sujets, il ne les approfondit pas tous. Pour l'organisatrice de ces états généraux, le gouvernement peut encore aller plus loin, notamment en matière de retraite. La pension moyenne des retraites en France pour les femmes est de 930 € et de 1600 € pour les hommes. Donc moi j'aimerais que le gouvernement avance sur des propositions. Alors il y a quelques propositions qui sont tout à fait positives, mais ce n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Le projet de loi égalité femmes-hommes sera soumis au vote des sénateurs et sénatrices mardi prochain. Peut-être un premier pas vers une évolution des mentalités, chère à Édith Cresson. Voitures sans chauffeur, avions électriques, textiles intelligents, plus de 34 plans futuristes ont été sélectionnés pour réindustrialiser la France. Le président Hollande et le ministre Montebourg souhaitent ainsi hisser le pays au meilleur niveau de la compétition mondiale. Alors c'est une initiative louable, mais pour quels résultats concrets et à quel horizon? L'analyse de Jean-Louis Gombaud à suivre, mais d'abord les faits avec Jérôme Rabier. Bâtir la nouvelle France industrielle, le nom de l'événement résume à lui seul l'ambition gouvernementale. Alors que le climat économique est morose, c'est vers les secteurs d'avenir que François Hollande veut orienter les champions de l'industrie, avec pas moins de 34 plans présentés. 34, qui sont autant de plans de bataille pour hisser la France, ses entreprises, au meilleur niveau de la compétition mondiale. Nous avons un objectif: recréer les emplois industriels qui ont été détruits lors de la précédente décennie. TGV du futur, avions électriques, recyclage innovant ou encore hôpital numérique, la France devra être en pointe pour gagner de nouvelles parts de marché dans un monde globalisé. Et c'est en confiant le pilotage de ces projets à des industriels que le gouvernement a pu sur ce projet faire la quasi-unanimité. Il y avait là les syndicats qui représentent les salariés, le patronat qui représentait les entreprises, les ingénieurs, la force scientifique, la force technologique. Et c'est une alliance entre l'initiative privée et l'action publique. 3,5 milliards d'euros d'investissements d'avenir sont déjà réservés à ces projets qui pourraient générer près de 500 000 emplois et 45 milliards d'euros de valeur ajoutée en 10 ans. Reste maintenant à savoir lesquelles de ces innovations deviendront les héritières du nucléaire ou du TGV. Fleuron français pensé à l'époque par le Commissariat général au plan et dont s'inspire l'actuel projet. Et l'analyse économique, c'est avec Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors réindustrialiser la France, c'est une initiative louable, mais quelle est la méthode, les moyens et les résultats concrets, Jean-Louis? Alors la démarche, il m'a semblé, est pragmatique et sélective. Il s'agit d'abord de sélectionner effectivement les grands projets, les grands secteurs qui dans l'avenir
pourrait émerger et s'imposer. Le problème, c'est que le futur, par définition, est inconnu. Mais on voit déjà quand même, sans avoir grand risque de se tromper, ce qui va, malgré tout, s'imposer dans les années à venir. Alors, est-ce qu'il va falloir faire tous ces secteurs? Non, c'est impossible, on n'a pas les moyens. La démarche a donc été consistée à dire, on va prendre déjà les secteurs dans lesquels nous sommes présents. La France est d'ores et déjà présente, c'est-à-dire qu'on ne part pas de zéro, on ne va pas tout faire, on va faire ce qu'on a déjà, on va développer ce que l'on a déjà commencé. On a distingué 4 grands secteurs qui viennent d'être donnés ici, les transports, la transition énergétique et la santé notamment. Et à l'intérieur de ces 4 grandes branches, on a sélectionné 34 secteurs. Donc on a une vision pragmatique et relativement, si vous voulez, modeste. À partir de là, qu'est-ce qui va piloter les projets? Alors donc l'idée, c'est pas que l'État va faire ses affaires, on sait très bien qu'il n'en est pas capable, il peut aider, il peut impulser, et on va demander à des chefs d'entreprise d'organiser les filières, organiser les universités, les entreprises pour s'associer ensemble afin de développer les projets sélectionnés. C'est une bonne chose d'ailleurs, ce sont les connaisseurs de leur domaine qui vont de participer. Voilà, on rend hommage à l'entreprise. Alors en même temps, il faut bien voir que c'est pas d'une ambition disproportionnée. 47 milliards de valeur ajoutée dans 10 ans. Il faut savoir que la France fait 2000 milliards de valeur ajoutée chaque année. Donc vous voyez, on n'est pas dans une volonté de tout faire, de tout fracasser. 480 000 emplois dans 10 ans, c'est sur 25 millions de population active. Donc l'idée n'est pas d'une ambition démesurée, mais de contrebalancer cette tendance persistante à la désindustrialisation de l'économie française. D'accord, donc pas d'ambition folle, mais quel impact, j'allais dire, concret sur les Français? Parce que là, vous nous parlez d'investissement dans 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Alors justement, s'il y a un problème politique en France, c'est à 2 niveaux. Un problème d'abord culturel. Il y a quelques années, les Français étaient abusivement prétentieux. Et donc, c'était l'idée d'un orgueil, on était tout. Et aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. On n'est plus rien. C'est-à-dire qu'il y a une humilité, et les deux, la prétention et l'humilité excessive, sont paralysantes. Parce que quand vous êtes trop optimiste, vous croyez vous laisser porter, et quand vous êtes humilié, vous laissez couler. Donc à partir de là, il faut redonner un petit peu un projet, et c'est l'idée qui est développée ici. Ça, c'est le côté positif. Et c'est le côté positif et le côté impulsion politique pour les Français qui ne croient plus en eux-mêmes. Et puis, il faut que l'État montre qu'il n'est pas seulement un serreur de vis, uniquement gestion de finances publiques, qu'il est là aussi pour animer et créer de l'avenir. Ça dit quand même, il y a 2 problèmes qui ne sont pas évoqués ici. Il y a un budget de 3,5 milliards. Il y a 34 projets. Donc ça vous fait 100 millions d'euros par projet. C'est une moyenne, mais c'est relativement modeste. Sachez que pour l'A380, il a fallu mettre 10 à 15 milliards d'euros sur la table. Donc c'est un début. On va essayer de s'organiser, d'impulser des affaires. Et puis deuxièmement, dernier point, on prévoit d'exporter 40% de ces nouveaux projets. 40%. Ça veut dire qu'il faut quand même un niveau de compétitivité. Et ce niveau de compétitivité, il faut dire qu'il reste à faire aussi. Merci beaucoup Jean-Louis pour votre analyse. Restez avec nous. Dans l'actualité ce soir, bien sûr, Américains et Russes qui entament à Genève des pourparlers cruciaux sur la Syrie. Le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, et son homologue russe, Sergueï Lavrov, ont donné tout à l'heure une conférence de presse commune. Tous deux ont affiché leurs conditions pour parvenir à un accord sur le démantèlement de l'arsenal chimique syrien. On voit tout cela avec Flora Sauvage. Ils sont face à face. Le secrétaire américain à la Défense, John Kerry, et son homologue russe, Sergueï Lavrov, sont réunis à Genève pour tenter de trouver une issue au démantèlement des armes chimiques en Syrie. C'est un bras de fer que se livrent les envoyés spéciaux de Barack Obama et de Vladimir Poutine. D'entrée de jeu, ils ont annoncé leur divergence. Au cours de la journée, le président syrien a donné une interview à la télévision russe. Il a annoncé que son pays allait placer ses armes chimiques sous contrôle international. Mais il a posé des conditions. Bachar el-Assad n'acceptera de collaborer que si les États-Unis ne menacent plus son pays et s'il cesse de livrer des armes aux rebelles. Le président syrien a nié l'influence des menaces américaines dans cette décision de placer son arsenal sous contrôle international. Mais peu après, l'ONU a annoncé avoir reçu la demande d'adhésion de la Syrie à la Convention de 1993 sur l'interdiction des armes chimiques. Hier, les États-Unis ont livré des armes légères aux rebelles syriens, une manière de faire pression sur les négociations en cours, des négociations qui pourraient durer plusieurs jours.
Et à notre compagnie ce soir, Stéphane Rosès, bonsoir. Bonsoir, Bienvenue Sonia. Stéphane, président de CAP, professeur à Sciences Po et HEC. Nous parlerons avec vous du rôle de la France, absente de cette séquence diplomatique à Genève et plus précisément de la gestion de toute cette question de ce dossier par François Hollande. Également avec nous, Renaud Girard, bonsoir. Grand reporter au Figaro. Alors Renaud Girard, parlons d'abord de ce théâtre diplomatique à Genève. Les conditions se posaient, chacun montre ses muscles. Est-ce qu'on peut parvenir dans les prochains jours un accord de principe commun ou est-ce que c'est un long processus? Je crois qu'il n'y a pas seulement les Américains qui ont intérêt à ça. Les Américains ont intérêt parce que le vote au Congrès n'était pas du tout acquis, parce que c'était une guerre dont on ne voyait pas très bien les buts. Personne de sérieux ne peut nous garantir que les rebelles qui chasseraient Assad du pouvoir gouvernerait mieux la Syrie qu'elle ne l'est aujourd'hui. Même beaucoup de gens pensent que ce sera encore pire. Quand on voit ce que font les rebelles, les assassinats que viennent de commettre les rebelles syriens dans la ville chrétienne de Maaloula, qu'ils ont prise simplement pour humilier les chrétiens, parce que ça n'a aucun intérêt stratégique. C'est une ville qui est à 50 km au nord de Damas. Il y a de l'horreur de part et d'autre, parce qu'il y a dans Paris Match, mais je ne vais pas vous montrer les images, vous les découvrirez dans Paris Match, c'est l'horreur absolue. On voit, je suppose que vous les avez vus, des rebelles, donc décapiter quelqu'un qui est pro-régime. Il y a l'horreur des deux côtés. Bien sûr, évidemment. Et on ne commence pas une guerre, et c'est ce qu'ont bien compris les députés britanniques, quand on ne sait pas exactement où on va, comment on va la faire et ce qu'on veut à la fin. Et aujourd'hui, on n'a pas, pour le moment, d'alternative à Bachar. Le représentant de la coalition, ce général Idriss, par exemple, le chef de l'armée syrienne libre, qui représente absolument rien. Vous savez, le général Bedenan, qui a même dit qu'il voulait qu'on gardait, que les armes chimiques appartenaient à la Syrie, et il voulait les garder. Mais il voulait les garder pourquoi? Et les Américains et les Russes s'entendent sur un point, c'est que le fait que la Syrie ait des armes chimiques, c'est très dangereux parce qu'elles peuvent être utilisées. Alors on pense par Bachar, il faut attendre l'expertise de l'ONU. Poutine dit que c'est la rébellion qui Il y a plus d'une dizaine de pays qui ont la certitude que c'est bien Bachar al-Assad qui a utilisé ces armes chimiques. Tout à fait. Des pays, mais qui, comme ces pays se sont trompés sur l'Irak, on attend... Moi j'ai téléphoné à Médecins sans frontières, c'est le premier dont on croit, parce qu'ils sont indépendants, qui ont dit qu'il y avait eu une attaque chimique. Je dois demander, est-ce que vous pouvez me dire d'où elle vient? Lui, on n'en a aucune idée. Donc les experts de l'ONU dont on attend le rapport ne vont pas nous dire qui est l'auteur de cette attaque chimique, parce qu'on attend ce rapport. On attend ce rapport lundi, on espère qu'ils vont nous la donner. Mais ce que je veux dire sur les Américains et sur les Russes, c'est qu'ils sont tous les deux extrêmement contents que ces armes chimiques puissent être détruites, parce qu'on a très peur, et les Américains et les Russes, qu'elles tombent dans les mains de rebelles islamistes. On n'a pas du tout envie de voir ces armes chimiques utilisées au RER Saint-Michel. Je voudrais votre réaction, parce que je l'ai appris tout à l'heure en lisant notamment le quotidien israélien Haaretz ou encore le Washington Post. Selon ces deux journaux, il y a eu un accord tacite en fait entre les Américains et les Russes, bien avant déjà le sommet du G20, pour aboutir à cette proposition russe de Poutine et Lavrov, donc de démantèlement de l'arsenal chimique syrien. Est-ce que tout cela a déjà été orchestré en coulisses bien avant? Et là, on assiste à un grand théâtre diplomatique. Il y avait des discussions en coulisses qui ont continué entre Russes et Américains. Il faut se souvenir que c'est quand même les Russes qui avaient proposé un sommet aux Américains, le sommet de Genève 2, que les Américains avaient accepté. C'est un grand succès pour la diplomatie russe. Et depuis lors, les négociations n'ont jamais cessé, les contacts n'ont jamais cessé entre les Américains et les Russes. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, parce qu'on n'arrêtait pas de dire chacun montre ses muscles, le dialogue est rompu, la guerre froide, etc. Tout à fait. Et les Russes ont même proposé une liste de 28 noms aux Américains, que les Américains n'ont pas répondu dans un premier temps, et aujourd'hui ils disent ah oui, il y a 3 noms qui nous conviendraient pour un gouvernement de transition, on imagine, dirigé par un général alawite, avec, on espère, un départ de Bachar vers 2014. Dans votre esprit, un départ de Bachar vers 2014, dans votre esprit, Bachar al-Assad peut encore rester aujourd'hui à la tête de la Syrie? Ah bah, c'est pour le faire partir, comme son mandat finir en 2014. Les Russes, ils l'ont dit, les Russes ne tiennent pas particulièrement à Bachar. Ce qu'ils veulent, ils se disent, mais qu'est-ce que vous avez comme solution pour l'après Bachar? Voilà. Nous, on veut une solution
tangible et sûr. On ne veut pas de désordre, on ne veut pas un massacre des chrétiens, on ne veut pas un massacre des alaouites, on ne veut pas un Afghanistan ou un régime taliban, à Damas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'effectivement, les négociations ont continué. Et les Français sont les dindons de la farce parce que, alors qu'ils continuaient à aboyer, eh bien les Russes et les Américains s'entendaient. Parlons du rôle de la France. Je ne sais pas, vous dites dindon de la farce. La France dit en tous les cas qu'elle maintient la pression et que c'est cette pression exercée qui a permis aussi d'aboutir à cette proposition. Oui, tout le monde a très peur. Tout le monde a très peur de l'armée française qui n'existe pas. Renaud Girard, quelle ironie. Stéphane Rosès, votre regard sur la gestion par la France de ce dossier syrien? D'abord, c'est la France. Ce n'est pas un hasard si les responsables américains et français sont en première ligne sur l'idée d'une intervention, parce que nous avons en commun comme pays l'universalisme, l'idée que derrière la question de l'arme chimique, c'est la question de l'ordre international et qu'il faudrait donc un ordre international qui, s'il s'est fixé des règles, doivent être observées. Sinon, derrière, il n'y a plus cette idée d'ordre international. Alors, la différence avec d'autres conflits et d'autres présidents de la République qui ont pu être en pointe sur les questions internationales, c'est la question de l'opinion. Et effectivement, il y a une analogie avec François Mitterrand, avec la première guerre du Golfe. Lors de la première guerre du Golfe, les Français étaient contre l'intervention, jusqu'à ce que Saddam Hussein n'accepte pas l'ultimatum du retrait. Et là, l'opinion bascule. Ces questions-là sont symboliquement très importantes. Comme en 14, pendant la guerre de 14, il y a sans doute un basculement de l'opinion quand l'Allemagne attaque. Donc il y a, dans le rapport entre la guerre et l'opinion, ces éléments de symbolique. Alors les raisons sont différentes. Lors de la première guerre du Golfe, si au départ, les Français sont contre le fait que la France aille avec les Américains, parce que les Français disent, mais les Américains, c'est le pétrole. Les raisons, la légitimité, c'est le pétrole. Là, c'est très différent. Ça a été dit par M. Girard, c'est que pour les Français, c'est une guerre civile. Il n'y a pas seulement d'un côté un dictateur qui en veut à son peuple ce que pouvaient penser les Français sur la Libye, nonobstant le fond. Là, ils ont le sentiment que c'est une guerre civile et qu'il n'y aurait pas le coin des bons et des mauvais. Et donc, affectivement, les Français se disent, mais c'est quoi le but de guerre? Et donc, il y a une tension entre les principes universalistes de la France qui guide nos dirigeants. L'ordre international doit être préservé parce que si on cède là-dessus, alors on cédera sur tout le reste et donc il ne peut pas y avoir une vision internationale. Et puis, une opinion publique qui, effectivement, a besoin de comprendre l'enjeu, le but de guerre, la sortie, l'après, et qui se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Et là-dedans, François Hollande reste relativement constant dans son attitude. Alors évidemment, c'est fermeté. Monsieur Girard fait un peu d'humour sur les rapports de force. Vous aviez dénoncé la naïveté de la France sur ce dossier depuis le début. C'est quoi la naïveté de la France? Sur quel point? J'étais l'autre jour, il y a quelques mois, dans l'Adrar des Ifora. Vous savez, c'est ces régions très rocailleuses au nord du Mali. Et là, les militaires français venaient de prendre un type, un prisonnier, un djihadiste, donc il combattait. Et le type parlait français parce qu'il venait de Tunisie. Et donc, les militaires français, les soldats lui ont demandé « Mais pourquoi tu nous fais la guerre ?» Il disait « En fait, je devais partir en Syrie normalement, mais pour des raisons de logistique, de billets d'avion... Il a échoué au Mali. On m'a envoyé finalement, au dernier moment, on m'a envoyé au Mali. Donc, dans un cas, si vous voulez, ce djihadiste que nous avons essayé de tuer, mais là on l'a fait prisonnier... ce djihadiste est notre ami, notre allié, puisque nous soutenons les rebelles syriens, et dans l'autre cas, il est notre ennemi à tuer. Il n'y a pas de logique, si vous voulez. Vous ne pouvez pas à la fois aller au Mali pour essayer de tuer les djihadistes d'ailleurs qui maintenant sont au sud de la Libye, il faudra bien faire quelque chose un jour, et de l'autre côté, dire que vous allez... les aider et les armer en Syrie. C'est complètement Est-ce qu'il y a une fou. logique, ce soit à ce que Bachar al-Assad pose des conditions lui-même à la mise sous contrôle de l'arsenal chimique, de son propre arsenal chimique? Il dit oui, mais si je le fais, il ne faut plus qu'il y ait cette menace de frappe. Est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait ces conditions? Et est-ce qu'au final, vous trouvez normal que ce soit Vladimir Poutine qui sorte comme le faiseur de paix dans cette région? Eh bien, écoutez, il a très bien joué, Vladimir Poutine. Il a un allié. Je pense que d'ailleurs, les Français
je pense qu'il est quand même très dangereux pour une question qui n'est pas... La France n'a pas été attaquée. Kerry a parlé de Munich, mais il n'y a pas eu, que je sache, la Syrie de Bachar al-Assad n'a annexé aucun Sudète, aucun autre pays voisin. Il y a eu une annexion un protectorat du Liban en 1989, mais il a été donné par la France et l'Amérique à Taïf, il faut le rappeler. Et Monsieur Kerry était sénateur à l'époque, il ne s'est pas opposé. Nous avons lâchement donné le Liban en protectorat à la Syrie qui tuait allègrement à l'époque, la Syrie de Hafez el-Assad. Il faut s'en souvenir de ça. En revanche, là, il n'y a pas eu de Munich, il n'y a pas eu d'agression. Il y a une guerre civile, effectivement, elle est très, très violente, horrible, de chaque côté, mais on ne voit pas du tout quel est notre intérêt à intervenir là-dessus et surtout à aider des rebelles qui ensuite vont se servir des armes qu'on leur a données contre nous, comme ça s'est fait en Afghanistan. Souvenez-vous, les Américains ont donné des années 80 des armes à Gulbuddin Hekmatyar. Il est toujours vivant, Gulbuddin Hekmatyar, et son sport favori consiste à tuer des soldats américains en Afghanistan. C'est de la conclusion, Stéphane Rosès. Non, mais on sent, pour l'opinion comme pour les spécialistes, qu'il y a l'entreposement, en tout cas, de deux types de logiques. C'est-à-dire que si on fait une guerre, c'est qu'il faut en maîtriser les effets. Qu'est-ce qui se passe après? C'est ce que disent les Russes. Je crois qu'il y a aussi une autre position, c'est que le droit international n'est pas là pour dire qu'on attaque les djihadistes partout. C'est l'idée qu'il y a des règles et que la communauté internationale sur les armes chimiques s'était fixé des règles. Peut-être qu'Obama est allé trop loin en disant qu'il y a des bornes à pas dépasser si on n'a pas les moyens d'y aller, mais il y a aussi dans une communauté internationale, il y a la question des règles. Et on suivra évidemment. On doit appliquer le Conseil de sécurité quand même. Hein. Normalement, c'est pas Obama à donner des lignes rouges en droit international à cause de l'ONU qui était d'ailleurs créée par les Américains. C'est le droit international qui prévaut, bien sûr, c'est pas celui de chaque pays. Le Conseil de sécurité qui fixe les lignes rouges. Et on suivra les négociations à Genève qui sont parties pour durer longtemps, peut-être déjà quelques jours, entre John Kerry et Sergueï Lavrov. Et je précise que Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères français, se rendra donc dimanche à Pékin pour discuter avec son homologue chinois de la question syrienne. Voilà. La suite du 22h à présent avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info qui est préparé ce soir par Cécile Sixou. Une lumière, un homme de cœur, un militant de la dignité. Les louanges pleuvent pour rendre hommage à Albert Jacquard. Le généticien et militant de gauche s'est éteint ce matin à l'âge de 87 ans. L'homme était un humaniste engagé selon François Hollande, fervent défenseur des sans-papiers et des sans-logis qui dans ses travaux n'a cessé de démonter les théories racistes. L'agitation a gagné le Vatican après les propos sur le célibat des prêtres de Pietro Parolin, le nouveau bras droit du pape. L'Église pourrait ouvrir le dialogue sur cette question, car selon lui, le célibat n'est pas un dogme, mais une tradition catholique. Des propos qui vont de pair avec la volonté du pape François de moderniser l'Église sans la révolutionner. Deux nouvelles mises en examen dans l'affaire Karachi, celle de Pierre Mongin, le PDG de la RATP, et de Nicolas Bazir, le numéro 2 du groupe LVMH, tous deux ex-collaborateurs d'Édouard Balladur. Les juges cherchent à savoir si des fonds spéciaux de Matignon ont servi à un financement occulte de la campagne présidentielle de 1995. Pierre Mongin va déposer un recours contre cette mise en examen. Pierre Mongin, dont la probité personnelle n'est absolument pas mise en cause, conteste cette mise en examen qu'il considère infondée et illégale. Ce soir, un syndicat de la RATP demande la démission du PDG du métro parisien. Bonne nouvelle, si vous vous chauffez au gaz, de nouveau au mois d'octobre, les prix n'augmenteront pas. Les factures sont moins salées pour les 9 millions de consommateurs puisque les tarifs ont baissé de 2,5% depuis le début de l'année 2013. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, le documentaire Un choix pour la vie. Belle soirée, à lundi, avec plaisir, bien sûr.